Bonjour à tous. Cette émission a été créée le 20 mai de cette année 2020, une année extraordinairement riche en événements. Nous avons traité le plus important d'entre tous, c'est-à-dire l'arrivée de cette pandémie venue de Chine, principalement dans notre émission Santé, émission du lundi avec Agnès Renard. Mais c'est ici, dans l'émission Rendez-vous, que nous en avons abordé les aspects politiques et économiques. Par exemple, avec Jean-Marc Sylvestre, à la fin du mois de mai, notre confrère, Jean-Marc Sylvestre, estimait que l'exécutif faisait beaucoup d'efforts dans cette affaire de pandémie, mais n'était pas toujours soutenu par le pays. Ce qui me paraît paradoxal en France, c'est la façon dont le peuple français s'est d'une part comporté assez bien, je le reconnais, assez responsable. Ils ont accepté un confinement qui a été sévère, qui a été dur. Mais ce qui me paraît paradoxal, c'est le manque de confiance que cet exécutif est capable de rassembler auprès du peuple français. Nous sommes le pays où le chef de l'État et son gouvernement ont bénéficié du moins de la cote de popularité ou de la cote de confiance la plus faible qui soit de la plupart des pays occidentaux. Le président Macron est tombé à 33 ou 34% d'opinion favorable, quand Angela Merkel, qui était au plus bas l'année précédente, qui était sur le départ, elle est aujourd'hui au zénith de toute sa carrière à 80%. Non. Boris Johnson, qui n'a pas fait que des choses intéressantes et responsables dans cette lutte contre l'épidémie, est à un taux qui est proche de la moyenne, 40-50%. En Italie, ça ne se passe pas, et en Espagne. Donc c'est ça que je comprends. Alors que la façon, et ça je le dis sans aucune forfanterie, la façon dont ça a été géré, eh bien, ça a été géré au moins aussi bien, sinon mieux, que la plupart de nos voisins européens. Nous avons évidemment parlé à nouveau du confinement avec Michel Cotta et Yves Tréhard, le directeur adjoint du Figaro. Écoutez, si je devais tirer une conclusion, même si c'est pas fini, c'est que le déconfinement se passe mieux que le confinement, d'une certaine façon. Alors le confinement, pourtant, c'est plus facile à faire pour un pouvoir. Vous dites à tout le monde, rentrez chez vous parce qu'il y a un danger, une menace sur la population, une menace sanitaire. Et d'ailleurs, les Français s'y sont plutôt assez bien prêtés, je trouve, parce qu'ils ont été assez disciplinés. Mais il y a eu des polémiques qui étaient justifiées, d'ailleurs, sur l'histoire des masques, sur l'histoire des tests, sur l'histoire qui n'a pas fini de faire couler de l'encre de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. À l'inverse, le déconfinement, alors il y a un petit débat, est-ce qu'on va pas assez vite? Parce qu'évidemment, il y a le problème économique qui se pose et puis une crise qui se profile, et ça tout le monde s'accorde à le dire. Et pour Michel Cotta, ce confinement est plutôt rassurant. Le confinement va à son rythme. Et comme vous savez, il y a beaucoup de remises en cause sur la lenteur du déconfinement. Est-ce qu'il faut déconfiner plusieurs étapes? Est-ce que la maladie est derrière nous, etc. Et contrairement à beaucoup, je trouve que le déconfinement voulu par Édouard Philippe est, à mon avis, le plus rassurant. Et si on en juge au sondage, on s'aperçoit que pour les Français aussi, c'est le plus rassurant. D'ailleurs, il y avait ce matin une enquête, un questionnaire dans le Figaro, où on concluait que 55% des Français trouvaient que le confinement allait bien. Donc par rapport à tous ceux qui disent maintenant, et on peut les comprendre, des restaurateurs, etc., il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, moi je trouve que c'est pas mal de dire attention, c'est pas fini. Nous avons ensuite retrouvé Michel Cotta en compagnie du député MoDem Jean-Louis Bourlange pour parler des conséquences politiques éventuelles de la situation. Moi, il me semble que cet arrêt brutal de la vie pendant ces 2 mois a réellement fait qu'on a l'impression, c'est complètement absurde peut-être, mais d'entrer dans quelque chose de nouveau en se disant que ce pauvre Emmanuel Macron, franchement, ce quinquennat, est quand même, il aura tout eu depuis l'incendie de Notre-Dame, qu'on n'imaginait pas, jusqu'à une pandémie qui n'avait pas eu lieu depuis un siècle. On pouvait espérer, on pouvait penser que l'arrivée de Macron
renouer avec le cycle ancien, parce que les gens qui arrivaient au pouvoir étaient des gens qui, notamment lui, qui voulaient reprendre la construction européenne là où Mitterrand et Balladur l'avaient laissé en 1995, voulait également reprendre, réaffirmer les valeurs démocratiques fondamentales, libéralisme, etc., et voulait renouer le pacte social. Et c'était quelque chose de bien. Et puis, il y avait en même temps un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est ça qui s'est imposé ces derniers temps. Je crois qu'il y a eu la pandémie. Avant, il y avait eu cette grève bizarre de la SNCF, et avant, il y a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un traumatisme absolument fondamental, parce que c'est une lutte sociale, un phénomène de révolte sociale de très très grande ampleur, et comme dirait le général de Gaulle, hors de toutes les séries. Nous avons également reçu Pierre-Henri de Menton, le directeur du magazine Challenge, pour parler de la situation économique de la France, situation de moins en moins brillante. Le pays a depuis longtemps perdu son statut de grande puissance mondiale et glisse peu à peu à cause de sa gouvernance figée, de son administration, de son refus de tout changement, vers le bas du classement européen. On a été plongé dans une sorte de brouillard, d'opacité complète sur la situation économique, ne serait-ce que parce que l'appareil statistique ne fonctionnait plus. On a eu du mal à, par exemple, les relevés de prix, on ne pouvait plus les faire, etc. Donc les organismes chargés de faire ça, comme l'INSEE par exemple, ont pas mal tâtonné. On commence un petit peu à y voir clair. C'est un peu moins dramatique qu'on l'imaginait, mais on parle quand même d'une économie qui aura une contraction d'un peu plus de 6%. On le saura, je pense, dans quelques semaines, mais le gouvernement a déjà dit qu'il révisait plutôt à la hausse, si je puis dire, ou en tout cas moins pire ces chiffres. Ça, c'est la première chose. Et puis, du point de vue de la politique économique, donc on est toujours dans une situation d'urgence. On a eu en fait 2 plans de relance. Un premier qui a été un plan d'urgence, ce que les économistes appellent vers la demande, c'est-à-dire qu'on puisse, par exemple avec le chômage partiel, qui a été une mesure extrêmement importante, qui a permis, où on a payé en fait des millions de gens. L'État a pris en charge le salaire de millions de gens, ce qui a permis d'arranger les choses pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Donc on a vu se former une épargne, environ 100 milliards d'euros ont été thésaurisés par les Français. 100 milliards d'euros, c'est ce qui correspond à un deuxième plan de relance, celui qui a été annoncé il y a quelques jours, qui lui, en termes de politique économique, on parle surtout de politique de l'offre. Au mois d'octobre, nous nous sommes intéressés avec Michel Cotta à l'état psychologique des Français, frappés par la pandémie et privés de nombreuses libertés, sans parler de tous les inconvénients matériels et administratifs de la situation. Les psychologues et psychiatres français ont de plus en plus de travail avec cette augmentation annoncée des cas de dépression. Le spectre du Covid touche tout le monde. Et d'ailleurs, on voit bien dans les sondages que les gens ne se sentent pas assez protégés, qu'ils remettent en cause la doctrine du gouvernement. Donc je crois que le Covid dans notre univers a beaucoup d'importance. Et en dehors de cela, je dirais que la réplique politique reste liée à la réplique médicale. Au fond, tant qu'on a une deuxième vague qui reprend, parce qu'on peut bien parler maintenant de deuxième vague, tant qu'aucun vaccin n'est annoncé et que tout le monde dit il faudra apprendre à vivre avec ce Covid, ça plombe quand même significativement le moral des Français. Voici venue l'époque du remaniement, et à propos d'Édouard Philippe, Dominique de Montvalon se lance dans une prédiction peut-être hasardeuse. Je serais très étonné que Édouard Philippe ne soit pas reconduit sur d'autres bases dans les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui pour ce qui est présenté comme un nouvel élan. Effectivement, le pronostic était hasardeux, et dans l'émission suivante, Dominique de Montvalon doit y revenir. C'est pas le cas. Donc, je pense que ma surprise est la surprise de beaucoup de Français aujourd'hui.
parce qu'Édouard Philippe a une image forte, une image structurée, et puis, même si ce n'est pas la fin de tout, des sondages qui sont positifs et même, je dirais, flatteurs. Donc, l'idée que le président choisisse à ce moment-là, à l'amiable, ça s'est passé, semble-t-il, de façon conviviale, sans drame, mais de se séparer de son Premier ministre, Édouard Philippe, pour le remplacer par un autre, déjà, c'est une première surprise. Et puis la deuxième surprise, c'est le choix qu'il fait. Jean Castex, c'est pas un inconnu, mais ceux qui le connaissent, il faut qu'il soit quand même du monde politique au sens profond et étroit. Hein. Le grand public, les Français, même moi jusqu'à une période récente, jusqu'à ce qu'il soit nommé pour gérer un peu le déconfinement, j'avoue que je ne le connaissais pas. Donc il y a un pari. Un élu local, quelqu'un qui est implanté localement. C'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est à la fois, pour reprendre une expression des débuts de la Ve République, de l'époque gaulienne, c'est ce qu'on disait beaucoup à l'époque, de certains, pas de tous, un grand serviteur de l'État. Je pense qu'on peut appliquer à Jean Castex cette expression, un grand serviteur de l'État. Et en même temps, donc c'est très macronien, le vocabulaire au moins, c'est un élu local de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Les Français vont découvrir, parce qu'ils ne le connaissent pas encore très bien, assez vite, et même vite, son accent, qui n'est pas parisien. Ouais. La normalité parisienne va être battue en brèche. Et puis, il a la réputation d'aimer le terrain, d'avoir une aptitude à l'empathie. Et nous avons reçu également Jérôme Béglé, le rédacteur en chef du Point, toujours à propos de ce fameux remaniement. Le remaniement est marqué par 3 figures majeures, me semble-t-il, qui entrent ou évoluent dans le gouvernement. D'abord, l'avocat Éric Dupond-Moretti, que personne n'attendait au gouvernement, et certainement pas comme garde des Sceaux. Le retour de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, que personne ne voyait arriver, et c'est un bon choix, et c'est aussi une prise importante. Et quand même la promotion de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Visiblement, ça a un peu frotté, ça n'a pas été simple, mais quand même, ces 3 figures de proue montre qu'on a un gouvernement qui s'est un peu droitisé, que les macronistes de la première heure ne sont plus aux avant-postes, qu'on a pris des grandes gueules, si vous me permettez l'expression, en tout cas des gens qui savent ce qu'est la politique, qui connaissent leur secteur et qui vont user d'un ministère de la parole, mais aussi un ministère de l'action. Nous avons retrouvé également Michel Cotta, mais pour parler de l'action du président de la République, Emmanuel Macron. La question était de savoir, Macron parle-t-il trop et trop souvent ? Est-ce que ces effets d'annonce répétés ont un sens ? Oui. Sauf qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. Le seul qui annonce vraiment les choses, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui en porte la responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis du suffrage universel. Donc on ne peut pas dire que Véran, le ministre de la Santé, parle trop, que le Premier ministre parle trop. Chacun avance un peu jusqu'au moment de laisser la place à celui qui, dans la Constitution et dans la vie politique, est le garant de tout. Maintenant, c'est une équation très difficile pour le président de la République. D'abord parce qu'il va, semble-t-il, annoncer des mesures coercitives importantes, en attendant qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'un des sujets principaux de cette année a été évidemment l'élection présidentielle américaine. Nous avons à ce sujet réuni François Hesbourg et François Durper, historiens français spécialistes des États-Unis, avec lesquels nous avons parlé des conséquences politiques éventuelles du décès de Ruth Bader Ginsburg, la juge libérale de la Cour suprême américaine. Ça peut avoir 2 types d'incidences. La première, c'est de créer un sujet de mobilisation dans les 2 camps, démocrates et républicains, autour de la question de est-ce que Donald Trump va trouver une personne pour remplacer Mme Ginsburg et est-ce qu'il va réussir à faire le passage en force au Sénat pour que ce juge soit intronisé avant le 3 novembre. La deuxième incidence, c'est si l'élection est contestée, comme elle l'avait été lors de
l'élection entre Bush et Gore en l'an 2000, c'est la Cour suprême qui avait désigné le vainqueur à l'époque. Ces juges, ils sont nommés à vie. Et ce qui est en jeu dans cette nomination, c'est la majorité. Il y aurait 6 conservateurs contre 3 progressistes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vote pour un président, c'est les 4 prochaines années qui sont en jeu, voire les 8. Là, ce sont des générations de décisions qui sont en jeu. Sur l'avortement, évidemment, c'est très important. Et donc la question, c'est de savoir, immédiatement, et François l'a dit, si on a une Cour suprême qui va déterminer effectivement du futur président, c'est important. Même beaucoup plus tôt, la Cour suprême peut statuer sur ce qui va se passer dans ce fameux vote à correspondance dont on parlera sans doute dans quelques temps. Et puis, autre chose, si Joe Biden était élu, c'est tout à fait possible, il est très en avance dans les sondages. Ça nous promet quoi? Une cohabitation terrible entre le pouvoir judiciaire, les 9 juges qui seraient très conservateurs et un président qui serait démocrate. Un autre événement qui a eu des conséquences cette année aux États-Unis, toujours gouverné par l'irascible et imprévisible Donald Trump, a été le meurtre de sang-froid d'un noir, George Floyd, brutalement interpellé par la police pour une affaire relativement mineure et qui en est mort. La question posée à Christian Macarian dans cette émission était de savoir si cette affaire, qui n'est pas loin de là la première aux États-Unis, si cette affaire aura des répercussions politiques. Je pense que c'est une affaire très sérieuse et très grave. Il faut dire maintenant pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit non pas à un temps T, si j'ose dire, lambda, mais dans une séquence qui est très défavorable au président actuel, donc Donald Trump. Donald Trump, ce qu'il voulait éviter, c'était la 3e phase, le 3e étage de la fusée, après la crise sanitaire et la crise économique, une crise politique. Or, nous sommes d'ores et déjà dans une crise politique. Retour ensuite aux élections américaines avec François Bujon de l'Étang, ancien ambassadeur de France à Washington pendant de nombreuses années. Je lui ai demandé s'il avait été surpris par le résultat. Moi, je ne m'attendais pas du tout à une victoire facile et large du camp de Biden. J'ai toujours pensé que les sondages étaient parfaitement trompeurs. Et à regarder tous les reportages sur la campagne électorale, j'étais très frappé de la très grande mobilisation et du très grand enthousiasme des électeurs de M. Trump dans tous les meetings qu'il a tenus, par contraste avec des électeurs démocrates qui étaient certes mobilisés, mais qui n'étaient pas enthousiastes. Et ceci était parfaitement perceptible. Ça s'explique très largement, je crois, par le fait qu'une grande partie des électeurs qui se prononcent pour M. Biden ne votent pas en réalité pour M. Biden, mais votent contre M. Trump. Ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de rejet très largement. Mais cette différence entre l'atmosphère, si vous voulez, dans un camp et dans l'autre m'a toujours impressionné, et aussi, peut-être parce que j'ai été échaudé en 2016, où je m'étais trompé dans mes pronostics, comme à peu près tout le monde, je ne m'attendais pas cette fois-ci à une victoire facile, ni d'un camp, ni de l'autre, certainement pas du camp démocrate, mais pas davantage du camp républicain, et je ne suis pas tellement surpris de trouver une situation qui me rappelle ce que j'ai vécu. J'étais ambassadeur à l'époque à Washington, en 2000, au moment de l'élection de George W. Bush, et contre Al Gore. Un interlocuteur de grande renommée nous a rejoint depuis les États-Unis pour parler des élections américaines. Il s'agit de Guy Sormand, écrivain, économiste, intellectuel engagé. Il vit là-bas et connaît très bien depuis longtemps les États-Unis. Et je lui ai demandé de nous parler de l'effet de la défaite du président Trump. Ce qui me frappe, c'est que le pays est très calme. Les Américains sont très calmes, il y a peu de protestations, c'est très minoritaire et en vérité, tout le monde a intériorisé la défaite de Trump, y compris Trump lui-même. Donc, ce que je prévois, dans la mesure où on peut prévoir Trump, c'est qu'il va commettre quelques actes et déclarations de manière à enjoliver son bilan de mandat. Donc, la semaine dernière, il nous a dit que le vaccin, c'était lui, et que c'était une grande victoire, et que le Covid, il l'a vaincu. On s'attend dans les jours ou les heures qui viennent à ce qu'il confirme le retrait des troupes américaines, pas en totalité, mais en partie,
en dehors de l'Afghanistan et de l'Irak pour dire le retrait de l'Amérique, la fin de ces guerres inutiles, c'est moi. Donc on va avoir droit à 2 ou 3 déclarations ou actes de ce type, répétant à chaque fois, bien entendu, que l'élection lui a été volée, mais de manière à bâtir sa statue pour un avenir ou une nouvelle vie, qu'on imagine un avenir politique. Mais je n'envisage pas de plus grand rebondissement que cela, d'autant que, comme je le disais, le pays est calme et le Parti républicain, dans l'ensemble, a absorbé le choc de la défaite. Autre événement majeur dans cette année qui n'en manque vraiment pas, avec Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Avec elle, nous avons abordé les interminables négociations du Brexit, c'est-à-dire la volonté de la Grande-Bretagne, ou en tout cas de la moitié de son électorat, de sortir de l'Union européenne. Et nous avons fait le point de la négociation. Actuellement, on est dans une phase d'entonnoir avec les 2 parties qui se regardent, qui se font face et qui rejettent la responsabilité du blocage sur la partie adverse. Les Européens continuent à tendre la main, ils veulent un accord, ils veulent tenter de minimiser les frottements de ce Brexit. Il faut rappeler que le Royaume-Uni est formellement, juridiquement sorti déjà de l'Union européenne, c'est déjà un pays tiers depuis fin janvier 2020, mais que maintenant il s'agit de voir comment essayer de limiter l'impact de ce Brexit, puisque par définition, on part d'une situation où le Royaume-Uni était très intégré au marché unique de l'Union européenne, et on va rajouter des frottements pour tout le commerce, on va rajouter des complications. Et sur toute une série de sujets, il faut voir quels sont les nouveaux termes de coopération en matière policière, judiciaire, la recherche pour les universités. Tous les sujets sont sur la table. Donc le chantier est colossal, et le temps aujourd'hui est plus que limité. On est vraiment dans un entonnoir, et on a des raisons de ne pas être forcément très optimiste sur ces prochains jours de négociation. En ce qui concerne la politique étrangère, je voudrais revenir aujourd'hui sur un événement hors du commun, si l'on peut dire, puisque le pouvoir russe est maintenant pratiquement coutumier de l'assassinat d'opposants. Il s'agit en l'occurrence d'une tentative, car en dépit des moyens considérables mis en œuvre, le principal opposant à Vladimir Poutine, c'est-à-dire Alexei Navalny, a survécu à une tentative d'assassinat perpétrée selon toute vraisemblance sur les ordres du Kremlin, et qui plus est avec un produit chimique dont l'utilisation est interdite par les traités internationaux, c'est le fameux Novichok. Dans cette affaire, nous avons parlé avec Ulysse Gosset, qui fut pendant très longtemps correspondant de TF1 à Moscou et qui connaît bien à la fois le système soviétique et l'actuelle Russie. Il connaît bien également, de loin en tant qu'observateur, évidemment, le KGB de sinistre mémoire. Ce KGB qui a survécu grâce à Vladimir Poutine, qui est un ancien colonel du KGB. Écoutons donc Ulysse Gosset. Alors c'est à la fois une affaire assez extraordinaire, effectivement, digne des grands romans d'espionnage de John le Carré, puisqu'on a tous les ingrédients, les services secrets, l'empoisonnement, l'exil, mais en même temps c'est politiquement une affaire très sérieuse et même, je dirais, une affaire très grave. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement l'empoisonnement d'un opposant et du principal opposant à Vladimir Poutine, mais c'est un empoisonnement avec le Novichok, selon les médecins allemands, les médecins civils et militaires. Et le Novichok, c'est quoi ? C'est une arme de guerre, c'est une arme chimique qui est proscrite par les traités internationaux et donc qui ne peut pas être utilisée autrement que par des gens qui ont accès au laboratoire militaire et qui doivent le manipuler avec une extrême précaution. Et le fait que Navalny a sans doute, si l'on en croit les médecins allemands, été empoisonné au Novichok, cela signifie qu'il y a des complicités dans l'appareil militaro-industriel russe qui pourrait remonter jusqu'au Kremlin. Alors évidemment, on ne sait pas qui a donné l'ordre, on ne sait pas quels sont les acteurs, mais le simple fait qu'une arme chimique aussi dangereuse soit utilisée contre un opposant est extrêmement grave. D'où la réaction des Européens qui constatent que, année après année, un certain nombre d'opposants, depuis Boris Nemtsov assassiné au Kremlin et d'autres empoisonnés ou qui ont subi des tentatives d'empoisonnement, et bien année après année, Vladimir Poutine, qu'il soit le donneur d'ordre ou pas, qu'il soit l'objet d'une provocation interne ou pas, eh bien, se débarrasse, entre guillemets, de ses opposants. Et nous sommes revenus en France avec Jean-Louis Bourlange et Michel Cotta pour parler de la disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing a-t-il, dans l'histoire et dans le souvenir des Français, la place qu'il mérite ?
quand il est arrivé à l'Élysée, on avait quand même l'impression que oui, c'était une nouvelle république qui commençait. Moi, je sais que j'ai écrit à ce moment-là un livre qui s'appelait La 6e République, parce que j'avais l'impression que quelque chose changeait avec la présence de cet homme qui se voulait réformateur, qui se disait réformateur, et qui a d'ailleurs commencé sur des chapeaux de roue par un certain nombre de réformes tout à fait différentes de ce qu'attendait peut-être son électorat, mais en tout cas, la réforme sur de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, de la majorité à 18 ans, et il n'a pas arrêté quand même dans les 6 premiers mois, c'est un feu d'artifice, voilà, le souvenir que j'ai, c'est ça. Et après, assez rapidement, il y a eu une sorte de désamour que je m'explique mal d'ailleurs, qui évoque quelque chose qui se passe en ce moment, peut-être parce qu'il était trop brillant, trop jeune, mais en tout cas, c'est vrai que le désamour a commencé assez vite. Jean-Louis Bourlanges, quant à lui, s'est très bien entendu avec Valéry Giscard d'Estaing. Alors, je me suis très bien entendu avec lui au Parlement européen. C'était un homme qui, de ce point de vue-là, a été vraiment abusivement décrié. Il était très agréable, très peu arrogant, extrêmement sensible au Conseil. C'était pas du tout quelqu'un qui était un tranche-montagne, qui savait tout, etc. C'était vraiment quelqu'un de réfléchi, d'attentif et qui vous répondait et sur lequel on pouvait... Moi, je me souviens avoir eu des conversations avec lui. Moi, il voulait s'opposer à Delors au Parlement européen. Tout le monde il avait dit que c'était comme ça, etc. J'étais le seul, j'étais allé le voir après en lui disant non, il ne faut pas. Ça serait très contraire à votre image européenne et ça ne serait pas tout compris. Et je lui ai dit, excusez-moi de vous dire ça. Vous avez tout à fait raison et il a pleinement tenu compte du Conseil. Donc, ce n'était pas du tout un homme arrogant. C'était le tour d'horizon de cette année tel que nous l'avons réalisé dans cette émission baptisée Rendez-vous, au cours de laquelle nous interrogeons observateurs et acteurs de la vie politique aussi bien française qu'internationale. Je vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d'année, où que vous soyez sur le réseau mondial de Télésud. Prenez bien soin de vous et surtout, pour votre bien et celui de vos proches, respectez bien toutes les recommandations des autorités sanitaires. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous dis à l'année prochaine.